Dans exactement 1000 milliards d'années, la dernière étoile de l'univers observable s'éteindra. Et quand je dis la dernière, je ne parle pas d'une métaphore poétique, je parle du dernier point de lumière qui subsistera dans un océan de ténèbres si vaste que notre cerveau humain est littéralement incapable de concevoir son étendue. Ce moment précis, que les astrophysiciens appellent parfois la fin de l'ère stellaire, marquera la frontière définitive entre un cosmos où quelque chose brille encore et un cosmos où plus rien, absolument plus rien, n'émettra jamais la moindre lueur. Et ce qui suivra cette extinction est tellement plus effrayant que l'obscurité elle-même que la plupart des scientifiques qui étudient le futur lointain de l'univers admettent ouvertement que leurs propres conclusions les empêchent parfois de dormir. Ce soir, on va voyager ensemble vers un endroit où personne ne veut aller. On va traverser le temps dans une seule direction, celle du futur. Et on ne s'arrêtera pas aux prochains milliers d'années, ni aux prochains millions, ni même aux prochains milliards. On va aller tellement loin dans le temps que les chiffres eux-mêmes perdront leur signification. Et en chemin, tu vas découvrir 3 choses que la plupart des gens ignorent complètement. Premièrement, l'univers ne mourra pas d'un coup. Il va agoniser lentement, sur une durée si colossale que toute l'histoire de l'humanité, depuis le premier battement de cœur du premier être vivant sur Terre jusqu'à cet instant précis où tu écoutes ces mots, ne représentera qu'un clignotement imperceptible dans cette agonie cosmique. Deuxièmement, il existe un moment précis dans le futur de l'univers où la matière elle-même cessera d'exister. Pas les étoiles, pas les planètes, pas les galaxies, la matière, les protons, les neutrons, les quarks, tout ce qui constitue tout ce que tu connais, tout ce que tu touches, tout ce que tu es, finira par se désintégrer dans un néant si absolu qu'il n'existera même plus de mots pour le décrire, parce qu'il n'y aura plus personne pour inventer des mots. Troisièmement, et c'est peut-être le plus troublant de tout, certains physiciens théoriciens pensent que dans ce vide ultime, dans ce néant total qui succédera à la mort de l'univers, quelque chose pourrait apparaître spontanément, quelque chose d'impossible, quelque chose qui ressemblerait à une conscience isolée, flottant seule dans un vide éternel, se demandant pourquoi elle existe. Et cette hypothèse n'est pas de la science-fiction, elle porte un nom. Elle a fait l'objet de publications scientifiques sérieuses. Et ses implications sont si dérangeantes qu'elles remettent en question la nature même de ta propre existence, ici, maintenant, en cet instant. Si tu es fasciné par les mystères du cosmos, abonne-toi. Le voyage commence maintenant. La plupart des gens, quand ils pensent au futur de l'univers, imaginent quelque chose de vaguement triste, mais somme toute acceptable. On nous a appris à l'école que le soleil s'éteindrait un jour, dans environ 5 milliards d'années. On sait que la Terre sera engloutie par la géante rouge que deviendra notre étoile. On a vu des documentaires qui montrent la Voie lactée entrant en collision avec la galaxie d'Andromède dans 4 milliards et demi d'années. Et tout cela semble lointain, abstrait, presque confortable dans sa distance temporelle. On se dit que l'humanité aura eu le temps de trouver des solutions, de coloniser d'autres systèmes solaires, de devenir une civilisation interstellaire. Et dans cette version de l'histoire, le futur du cosmos est certes mélancolique, mais il reste ouvert. Il reste plein de possibilités. C'est la version qu'on raconte aux enfants. C'est la version optimiste. C'est la version incomplète, parce que cette vision s'arrête à quelques milliards d'années. 5 milliards, 10 milliards, peut-être 100 milliards si on est généreux. Mais l'univers ne s'arrête pas à 100 milliards d'années. L'univers continue. Il continue pendant des durées si immenses que le nombre 100 milliards, qui nous semble déjà astronomique, devient ridicule, insignifiant, comparable à une goutte d'eau dans un océan qui s'étendrait sur des milliards d'océans. Et c'est là que commence la vraie histoire. Celle qu'on ne raconte pas dans les documentaires grand public. Celle que les cosmologistes étudient dans des articles techniques remplis d'équations et de notations exponentielles. Celle qui décrit non pas les prochains milliards d'années, mais les prochains 10 puissance 100 années. 10 puissance 1000 années. 10 puissance 76 années. Des nombres si grands qu'ils n'ont pas de nom dans aucune langue humaine. Des nombres qui dépassent le nombre total de particules dans l'univers observable.
des nombres devant lesquels l'infini lui-même semble presque modeste. La version officielle du futur de l'univers, celle que tu trouveras dans la plupart des manuels de cosmologie, s'appuie sur un modèle appelé le modèle lambda CDM. C'est le modèle standard de la cosmologie moderne. Il décrit un univers en expansion accélérée, dominé par une mystérieuse énergie sombre qui représente environ 68% du contenu énergétique total du cosmos. Dans ce modèle, l'univers continuera de s'étendre indéfiniment. Les galaxies s'éloigneront les unes des autres de plus en plus vite. Et à terme, chaque civilisation, chaque observateur hypothétique se retrouvera isolé dans une bulle cosmique de plus en plus petite par rapport à l'immensité du vide qui l'entoure. C'est un scénario connu, accepté, presque banal dans les cercles scientifiques. Mais voici ce que la version officielle ne dit pas assez fort. Ce scénario n'est pas simplement triste, il est dévastateur. Parce qu'il ne décrit pas seulement un univers qui refroidit doucement comme une tasse de thé oubliée sur une table. Il décrit un univers qui se détruit lui-même, qui dévore sa propre substance, qui efface progressivement toute trace de son existence passée, et qui finit dans un état si radicalement vide, si absolument dénué de tout, que le concept même de lieu ou de moment perd toute signification. On parle souvent de la mort thermique de l'univers comme si c'était un événement, un moment précis dans le temps. Mais ce n'est pas un événement, c'est un processus. Un processus qui a déjà commencé. Et la preuve de ce processus est visible partout autour de nous si on sait où regarder. En 1998, 2 équipes de recherche indépendantes, le Supernova Cosmology Project et le High-Z Supernova Search Team, ont fait une découverte qui a bouleversé notre compréhension du cosmos. En étudiant des supernovae de type 1A, des explosions stellaires d'une luminosité si prévisible qu'elles servent de chandelle standard. Pour mesurer les distances cosmiques, ces chercheurs ont découvert que les supernovae les plus lointaines étaient plus faibles que prévu. Pas légèrement plus faibles, significativement plus faibles. Ce qui signifiait que ces explosions étaient plus éloignées de nous que ce que les modèles prédisaient. La conclusion était inévitable et terrifiante. L'expansion de l'univers ne ralentissait pas sous l'effet de la gravité, comme la plupart des physiciens le pensaient. Elle accélérait. Quelque chose, une force mystérieuse, une énergie inconnue, poussait les galaxies les unes loin des autres avec une puissance croissante. Et cette force ne faiblissait pas. Elle grandissait. Cette découverte a valu le prix Nobel de physique en 2011 à Saul Perlmutter, Brian Schmidt et Adam Riess. Et elle a ouvert la porte à un futur cosmique tellement sombre que certains physiciens ont eu du mal à en accepter les implications. Parce que si l'expansion accélère, cela signifie que le futur de l'univers n'est pas simplement un refroidissement graduel, c'est un arrachement. Les galaxies seront arrachées les unes aux autres. Les amas de galaxies seront dispersés dans un vide en croissance exponentielle. Et à terme, l'horizon observable de tout observateur se contractera tellement que même les galaxies les plus proches auront disparu au-delà du rideau infranchissable de l'expansion. Imagine-toi debout sur une plaine infinie. Autour de toi, des lumières brillent dans toutes les directions. Des millions, des milliards de lumières. Et puis, lentement, ces lumières commencent à s'éloigner. Pas parce qu'elles se déplacent, mais parce que le sol entre toi et elles s'étire, se dilate. Et les lumières les plus lointaines sont les premières à disparaître, parce que l'espace entre toi et elles se dilate plus vite que la lumière qu'elles émettent ne peut voyager. Elles sont toujours là, elles brillent toujours. Mais tu ne les vois plus, elles ont franchi ton horizon, et elles ne reviendront jamais. C'est exactement ce qui se passe en ce moment même dans l'univers réel. Des galaxies que nous pouvions observer il y a quelques milliards d'années ont déjà franchi notre horizon cosmologique. Leur lumière ne nous atteindra plus jamais. Elles sont perdues pour nous et le processus continue. Il s'accélère. Aujourd'hui, l'univers observable contient environ 2000 milliards de galaxies. Ce nombre semble colossal. Il l'est. Mais dans le futur lointain, ce nombre diminuera. Pas parce que les galaxies seront détruites, du moins pas tout de suite, mais parce qu'elles seront emportées au-delà de notre portée par l'expansion. Et un jour, dans quelques centaines de milliards d'années,
une civilisation hypothétique vivant dans ce qui restera de la Voie, lactée, fusionnée avec Andromède dans une méga-galaxie que les astronomes appellent déjà Milkomeda, regardera le ciel nocturne et ne verra absolument rien d'autre que les étoiles de sa propre galaxie. Tout le reste aura disparu. Et cette civilisation, si elle développe la cosmologie, si elle essaie de comprendre l'univers, arrivera à une conclusion complètement fausse. Elle pensera que l'univers se résume à une seule galaxie flottant dans un vide infini et statique. Elle n'aura aucune trace du Big Bang, parce que le rayonnement fossile, ce fond diffus cosmologique qui est notre preuve la plus directe de l'origine de l'univers, aura été tellement étiré par l'expansion qu'il sera devenu indétectable. Sa longueur d'onde sera si grande, son énergie si infime, qu'aucun instrument concevable ne pourra le mesurer. Cette civilisation sera aveugle, aveugle à l'histoire de son propre univers, aveugle à l'immensité qui l'entoure, aveugle à la vérité. Et c'est là que la version officielle, celle des manuels, celle des documentaires, commence à montrer ses fissures. Parce que la version officielle te dit que l'univers s'éteindra doucement, qu'il refroidira, que les étoiles mourront les unes après les autres. Et c'est vrai. Mais ce que la version officielle ne souligne pas assez, c'est que ce processus d'extinction n'est pas simplement physique. Il est épistémologique. L'univers n'effacera pas seulement ses étoiles. Il effacera la possibilité même de savoir qu'elles ont existé. Il effacera l'histoire, la mémoire, la connaissance. Et il le fera avec une efficacité si totale, si absolue, que c'est comme si le cosmos lui-même avait été conçu pour détruire toute trace de son propre passé. Quand tu réalises cela, quand tu comprends vraiment ce que signifie l'expansion accélérée de l'univers dans ses conséquences ultimes, quelque chose change dans ta façon de regarder le ciel nocturne. Ces étoiles que tu vois, ces points lumineux qui ont inspiré des millénaires de poésie, de mythologie, de science, ce ne sont pas des présences éternelles, ce sont des fantômes temporaires, des lueurs éphémères dans un océan de nuit qui finira par tout engloutir. Et le plus glaçant, c'est que nous vivons, en ce moment précis, dans la seule époque de l'histoire cosmique où il est possible de voir la vérité. Nous vivons dans la fenêtre, la brève, l'infinitésimale fenêtre temporelle, où les galaxies lointaines sont encore visibles, où le rayonnement fossile est encore détectable, où les indices du Big Bang sont encore accessibles. Dans quelques centaines de milliards d'années, cette fenêtre se fermera, et elle ne se rouvrira jamais. Nous sommes les témoins d'un secret que l'univers est en train d'effacer, et nous ne le savons que depuis une génération humaine. Mais la réalité est beaucoup plus sombre que cette simple disparition de la lumière. Parce que la perte des galaxies lointaines n'est que le premier chapitre d'une histoire d'annihilation qui s'étend sur des durées si colossales que l'esprit humain vacille face à elle. Ce qui vient après la disparition de l'horizon observable, ce qui se passe quand les dernières étoiles consument leur dernier atome d'hydrogène, ce qui attend la matière elle-même quand le temps se compte en 10 puissance 40 années, c'est un voyage vers un néant si profond qu'il remet en question le sens même du mot « exister ». Et c'est exactement ce voyage que nous allons entreprendre ensemble, pas à pas, étoile morte après étoile morte, ère cosmique après ère cosmique, jusqu'à l'ultime frontière du temps lui-même. Parce que le futur de l'univers n'est pas un mystère qu'on résout, c'est un abîme dans lequel on tombe. Et plus on tombe, plus les parois s'élargissent, plus l'obscurité s'épaissit, et plus on réalise qu'il n'y a pas de fond. Ce qui nous attend dans 1000 milliards d'années n'est pas simplement la fin d'une époque. Ce n'est pas simplement l'extinction des étoiles ou le refroidissement du cosmos. C'est quelque chose de bien plus fondamental. C'est la fin de la possibilité. La fin de tout ce qui pourrait arriver. La fin du potentiel lui-même. Et quand le potentiel meurt, quand il ne reste plus rien qui puisse changer, évoluer, se transformer, alors le temps lui-même perd sa signification. Et l'univers devient non pas mort, mais quelque chose de pire que la mort. Quelque chose pour lequel nous n'avons pas de mots. Les cosmologistes utilisent parfois l'expression « mort thermique » pour décrire cet état final. Mais c'est un euphémisme. Un terrible euphémisme. Parce que la mort,
dans notre expérience humaine, implique au moins l'existence de quelque chose qui était vivant. La mort thermique de l'univers, elle, n'implique même plus cela. Elle implique un état où la distinction entre quelque chose et rien a perdu toute pertinence, où l'entropie a atteint son maximum absolu, où chaque parcelle d'énergie est répartie si uniformément dans un espace si immense qu'aucun travail, aucun processus, aucun événement ne peut plus se produire. Plus de mouvement, plus de chaleur, plus de lumière, plus de son, plus de chimie, plus de physique, plus rien. Et c'est vers cela que l'univers se dirige en ce moment même, avec une constance implacable, avec une certitude mathématique que les lois de la thermodynamique garantissent. Chaque seconde qui passe, chaque étoile qui brille, chaque réaction nucléaire qui fusionne un atome d'hydrogène en hélium, rapproche l'univers de cet état final. Chaque photon émis est un pas de plus vers le silence. Chaque battement de ton cœur est un battement de plus dans le compte à rebours cosmique. Et personne ne peut l'arrêter. Personne ne pourra jamais l'arrêter. Parce que ce n'est pas un ennemi qu'on peut combattre, ce n'est pas un astéroïde qu'on peut dévier, ce n'est pas un trou noir qu'on peut éviter, c'est la nature fondamentale de la réalité elle-même. C'est inscrit dans les lois qui gouvernent chaque atome, chaque particule, chaque champ quantique de l'univers. L'entropie augmente toujours, l'énergie se disperse toujours, l'ordre se défait toujours. Et aucune technologie, aussi avancée soit-elle, aucune civilisation, aussi puissante soit-elle, ne peut violer le deuxième principe de la thermodynamique. C'est la seule loi de la physique dont aucun scientifique sérieux n'a jamais prédit la violation. La relativité générale a ses limites. La mécanique quantique a ses paradoxes. Mais la thermodynamique, elle, est implacable. Arthur Eddington, le physicien britannique qui a confirmé la théorie de la relativité d'Einstein en 1919, a dit un jour quelque chose de profondément marquant à ce sujet. Il a dit que si quelqu'un vous propose une théorie qui contredit le deuxième principe de la thermodynamique, vous pouvez lui accorder aucun espoir. Il n'y a rien à faire. Cette loi tient au-dessus de toutes les autres. Et cette loi condamne l'univers. Elle le condamne au silence éternel. Mais avant ce silence, avant ce néant ultime, il y a le voyage. Et le voyage est long. Si long qu'il contient en lui-même des chapitres entiers d'horreur cosmique, des ères de destruction et de transformation qui défient l'imagination. Des périodes où les trous noirs régneront en maîtres absolus sur un cosmos vidé de toute lumière. Des périodes où la matière elle-même se désagrégera, proton par proton, dans un murmure subatomique que personne n'entendra. Des périodes où les lois de la physique quantique créeront des fluctuations si improbables, si folles, qu'elles pourraient engendrer des univers entiers par accident dans le vide absolu. Ce voyage, nous allons le parcourir ensemble, étape par étape, ère par ère. Et à chaque étape, la réalité deviendra un peu plus étrange, un peu plus sombre, un peu plus incompréhensible. Installe-toi confortablement, ferme les yeux si tu veux. Et prépare-toi à regarder le futur en face. Parce que le futur de l'univers ne demande pas ta permission. Il ne demande pas ton approbation. Il vient. Il est déjà en marche. Et il ne s'arrêtera pas. Pour comprendre ce qui attend l'univers dans 1000 milliards d'années, il faut d'abord comprendre ce qui se passe aujourd'hui dans le cœur d'une étoile. Parce que tout commence là, dans ces réacteurs nucléaires géants qui flottent dans le vide spatial, transformant l'hydrogène en hélium dans un processus que nous appelons la fusion nucléaire. C'est ce processus qui fait briller le soleil. C'est ce processus qui illumine chaque point lumineux que tu vois dans le ciel nocturne. Et c'est l'arrêt de ce processus qui marquera le début de la véritable descente de l'univers vers l'obscurité. Une étoile n'est pas simplement une boule de feu cosmique, c'est un équilibre précaire entre deux forces titanesques. D'un côté, la gravité tire toute la masse de l'étoile vers son centre avec une force colossale. De l'autre, la pression de radiation créée par les réactions de fusion nucléaire pousse vers l'extérieur avec une puissance presque égale. Ces deux forces se battent en permanence, et tant que l'étoile possède du carburant, tant qu'il reste de l'hydrogène à fusionner dans son cœur, l'équilibre tient. L'étoile brille, elle vit. Mais cet équilibre est temporaire. Fondamentalement,
intrinsèquement temporaire, parce que chaque seconde, l'étoile consomme son carburant. Le Soleil, par exemple, transforme environ 600 millions de tonnes d'hydrogène en hélium chaque seconde. 600 millions de tonnes chaque seconde. Et dans ce processus, environ 4 millions de tonnes de matière sont converties en énergie pure, selon la fameuse équation d'Einstein, E égale mc au carré. Cette énergie rayonne dans l'espace sous forme de lumière et de chaleur. C'est cette énergie qui permet à la vie d'exister sur Terre. C'est cette énergie qui fait pousser les arbres, qui fait couler les rivières, qui fait battre ton cœur. Mais cette énergie a un prix. Et le prix, c'est la masse de l'étoile elle-même. Chaque photon émis par le Soleil est un morceau minuscule de sa substance qui s'échappe pour toujours. Et on ne peut pas récupérer cette masse. Elle est partie, transformée en lumière, dispersée dans l'immensité du vide. Le Soleil a environ 4,6 milliards d'années. Il lui reste environ 5 milliards d'années de vie stable avant d'épuiser son hydrogène. C'est une durée confortable pour nous, les humains. C'est suffisamment loin pour qu'on ne s'en inquiète pas vraiment au quotidien. Mais à l'échelle cosmique, 10 milliards d'années, c'est un clignotement, c'est rien. Et le Soleil n'est même pas une étoile particulièrement courte-vive. C'est une naine jaune typique, une étoile moyenne dans tous les sens du terme. Les étoiles massives, elles, les géantes bleues qui brillent avec l'éclat de 100 000 soleils, consument leur carburant si rapidement qu'elles ne vivent que quelques millions d'années. Parfois moins. Mais ce qui nous intéresse ce soir, ce ne sont pas les étoiles massives. Ce sont les étoiles les plus petites, les naines rouges. Parce que ce sont elles qui survivront le plus longtemps. Ce sont elles qui porteront le flambeau de la lumière dans l'univers bien après que toutes les autres étoiles se seront éteintes. Une naine rouge est une étoile de faible masse, généralement entre 8 et 50% de la masse du Soleil. Elle brûle son hydrogène tellement lentement, tellement parcimonieusement, qu'elle peut vivre pendant des durées qui défient l'entendement. Les naines rouges les plus petites, celles qui frôlent la limite inférieure de masse nécessaire pour qu'une étoile s'allume, peuvent briller pendant 10 000 milliards d'années. 10 000 milliards. C'est 1000 fois l'âge actuel de l'univers. 1000 fois. Et voici le détail qui change tout. L'univers n'a que 13,8 milliards d'années. Ce qui signifie qu'aucune naine rouge, pas une seule, n'a encore eu le temps de mourir de mort naturelle. Toutes les naines rouges qui ont jamais existé sont encore en train de briller quelque part dans le cosmos. Elles sont toutes dans leur jeunesse, leur longue, leur interminable jeunesse. Ce qui signifie que l'ère stellaire, l'époque où des étoiles brillent dans l'univers, vient tout juste de commencer. On vit littéralement dans l'aube cosmique. Et cette aube va durer pendant 10 000 milliards d'années supplémentaires au minimum. Mais même 10 000 milliards d'années ont une fin. Et cette fin est calculable, prévisible, inévitable. Un jour, la dernière naine rouge de l'univers fusionnera son dernier atome d'hydrogène. Son cœur, privé de la pression de radiation qui le soutenait, commencera à s'effondrer sous son propre poids. Mais cette étoile sera trop petite pour déclencher une supernova. Elle n'explosera pas dans un dernier sursaut de gloire. Non. Elle s'éteindra doucement, presque silencieusement, se contractant pour former ce que les astronomes appellent une naine noire. Une naine noire est un cadavre stellaire théorique. Théorique parce qu'aucune n'existe encore. L'univers est trop jeune, mais dans le futur lointain, les naines noires seront partout. Ce seront des sphères de matière dégénérée, principalement composées d'hélium et de carbone, refroidies jusqu'à la température du vide environnant. Elles n'émettront plus aucune lumière. Elles ne fusionneront plus aucun élément. Elles seront simplement là, fantômes invisibles flottant dans l'obscurité, monuments gelés d'un âge révolu où les étoiles brillaient encore. Et quand la dernière étoile s'éteindra, quand la dernière naine rouge deviendra une naine noire, l'univers entrera dans une nouvelle ère. Une ère que les cosmologistes appellent l'ère dégénérée. L'ère dégénérée commence approximativement à 10 puissance 14 années après le Big Bang. 100 000 milliards d'années. Pour te donner une échelle, l'âge actuel de l'univers, 13,8 milliards d'années. C'est environ 10 puissance 10.
ce qui signifie que l'ère dégénérée commence 10 000 fois plus tard que maintenant. Et elle ne se termine pas de sitôt. Elle dure jusqu'à environ 10 puissance 40 années. C'est un nombre avec 40 zéros derrière. Un nombre si grand que si tu essayais d'écrire tous ces zéros à la main, 1 par seconde, tu mourrais de vieillesse avant d'atteindre le 10e de ta liste. Pendant l'ère dégénérée, il n'y a plus d'étoiles. Il n'y a plus de fusion nucléaire. L'univers est plongé dans une obscurité presque totale. Presque, parce qu'il reste encore quelques sources de lumière. Des sources faibles, pathétiques, comparées à l'éclat des étoiles. Mais des sources quand même. D'abord, il y a les naines brunes. Ce sont des objets qui n'ont jamais été assez massifs pour allumer la fusion de l'hydrogène dans leur cœur. Elles flottent dans l'espace depuis des milliards d'années, refroidissant lentement, émettant une lueur infrarouge de plus en plus faible. Dans l'ère dégénérée, elles seront complètement froides, invisibles. Ensuite, il y a les planètes. Jupiter, Saturne, toutes les géantes gazeuses qui existent dans l'univers. Elles aussi émettent de la chaleur résiduelle, vestige de leur formation. Mais cette chaleur s'épuisera. Elles se refroidiront jusqu'au zéro absolu, ou presque. Ensuite, il y a les naines blanches. Ce sont les cœurs effondrés des étoiles moyennes comme le Soleil. Quand le Soleil mourra, dans environ 5 milliards d'années, il éjectera ses couches externes dans l'espace, formant ce qu'on appelle une nébuleuse planétaire. Et son cœur se contractera pour former une naine blanche. Cette naine blanche sera incroyablement dense. Une cuillère à café de sa matière pèserait plusieurs tonnes sur Terre. Et elle sera chaude, très chaude, des dizaines de milliers de degrés à sa surface. Mais sans source d'énergie interne, sans fusion, cette chaleur se dissipera. Lentement, très lentement. Une naine blanche refroidit sur des milliards d'années. Mais elle refroidit quand même. Et après 100 000 milliards d'années, toutes les naines blanches de l'univers auront refroidi jusqu'à devenir des naines noires. Sauf qu'il y a un phénomène que presque personne ne mentionne quand on parle de l'ère dégénérée. Un phénomène subtil, étrange, presque fantomatique. Il se pourrait que les naines noires ne restent pas complètement sombres. Il se pourrait qu'elles brillent encore. Juste un peu. Juste assez pour rappeler qu'elles existent. Ce phénomène s'appelle le rayonnement de Hawking protonique. Non. Attends. Je me suis trompé. Le rayonnement de Hawking concerne les trous noirs. Ce que je veux dire ici, c'est la désintégration des protons. Mais on y viendra. Pour l'instant, restons dans l'ère dégénérée. Pendant cette ère, la structure de l'univers change radicalement. Les galaxies, telles que nous les connaissons, n'existent plus vraiment. Oh, la matière est toujours là, gravitationnellement liée en amas approximatifs. Mais les galaxies spirales, avec leurs bras élégants, les galaxies elliptiques avec leurs formes régulières, tout cela a disparu, remplacé par des nuages diffus de naines noires, de naines blanches refroidies, de planètes errantes, de débris stellaires. Et au centre de chacun de ces amas, il y a un trou noir supermassif. Le même trou noir qui occupait le centre de la galaxie quand elle était encore vivante. Sagittarius. À étoile, le trou noir au centre de la Voie lactée sera toujours là, toujours en train de grandir. Parce que même dans l'obscurité de l'ère dégénérée, la gravité continue de fonctionner. Et les objets qui s'approchent trop près du trou noir sont capturés, déchiquetés, absorbés. Ce processus s'appelle la relaxation gravitationnelle. C'est un processus lent, statistique. Les naines noires et autres objets qui composent les anciens amas galactiques interagissent gravitationnellement les uns avec les autres. Parfois, deux objets passent assez près l'un de l'autre pour échanger de l'énergie orbitale. L'un gagne de la vitesse, l'autre en perd. Et au fil du temps, sur des milliards et des milliards d'années, certains objets gagnent suffisamment de vitesse pour s'échapper complètement de l'amas. Ils sont éjectés dans l'espace intergalactique, condamnés à errer seuls pour toujours. D'autres objets perdent de l'énergie. Ils tombent vers le centre de l'amas, vers le trou noir, et ils sont consumés. Ce processus vide lentement les amas galactiques, très lentement. Il faut environ 10 puissance 20 années pour qu'un amas galactique typique se dissolve complètement par relaxation gravitationnelle. 10 puissance 20, 100 milliards de milliards d'années. Et à la fin de ce processus, il ne reste que 3 types d'objets. Les objets qui ont été éjectés
et errent maintenant dans le vide intergalactique. Les objets qui ont été absorbés par le trou noir central. Et le trou noir central lui-même, désormais beaucoup plus massif qu'avant, flottant seul dans l'obscurité. Mais même dans cette obscurité, même dans ce silence presque total, il y a encore des événements. Des événements rares, improbables, mais réels. Par exemple, de temps en temps, 2 naines noires entrent en collision. Peut-être une fois tous les 10 puissance 15 années dans un amas donné. Et quand cela arrive, si les conditions sont exactes, si les masses sont dans la bonne gamme, la collision peut déclencher une supernova. Oui, une supernova. Dans un univers sans étoiles. C'est une idée presque poétique. L'univers est plongé dans l'obscurité depuis des centaines de milliers de milliards d'années. Plus rien ne brille. Plus rien ne bouge. Sauf les lents mouvements gravitationnels. Et soudain, sans prévenir, un éclair de lumière déchire le noir. Une supernova. Une explosion si brillante qu'elle illuminerait brièvement un volume d'espace comparable à une galaxie entière si des galaxies existaient encore. Mais il n'y a personne pour la voir. Aucun observateur, aucun télescope, aucune civilisation, juste le vide. Et la lumière de cette supernova voyage dans toutes les directions, portant l'énergie de l'explosion à travers l'espace vide, jusqu'à ce qu'elle s'affaiblisse, jusqu'à ce qu'elle se dilue dans le fond de radiation, jusqu'à ce qu'elle disparaisse complètement. Et puis l'obscurité revient, et elle reste, pendant encore des milliards de milliards d'années. Mais ces supernovae de l'ère dégénérée ne sont pas les seuls événements violents qui subsistent. Il y a aussi les collisions de naines blanches. Quand 2 naines blanches orbitent l'une autour de l'autre, elles émettent des ondes gravitationnelles, des ondulations dans la structure même de l'espace-temps. Ces ondes emportent de l'énergie. Et en emportant de l'énergie, elles font se rapprocher les 2 naines blanches. Le processus est lent, mais il est inexorable. Et un jour, les 2 objets fusionnent. Si la masse combinée dépasse environ 1,4 fois la masse du Soleil, ce qu'on appelle la limite de Chandrasekhar, la fusion déclenche une supernova de type 1A. Exactement le même type de supernova que les chercheurs ont utilisé en 1998 pour découvrir l'expansion accélérée de l'univers. Et ces explosions sont prévisibles. Leur luminosité est toujours à peu près la même, ce qui en fait d'excellentes chandelles standards. Mais dans l'ère dégénérée, il n'y a plus personne pour mesurer ces chandelles, plus personne pour calculer des distances, plus personne pour écrire des articles scientifiques sur les implications cosmologiques de ces explosions. Les supernovae de l'ère dégénérée sont des spectacles privés, des feux d'artifice pour un public absent. Et avec chaque supernova, avec chaque collision, l'univers perd un peu plus de sa structure, un peu plus de ses vestiges, parce que les explosions dispersent la matière. Elles brisent les objets en fragments. Elles transforment les naines blanches en nuages de plasma qui se refroidissent ensuite en débris froids. Et ces débris dérivent dans l'espace, contribuant à la dilution générale, à l'homogénéisation progressive du cosmos. L'univers ne devient pas simplement froid, il devient uniforme, de plus en plus uniforme, de plus en plus indifférencié. Et l'uniformité, en thermodynamique, est synonyme de mort. Parce que sans différence, sans gradient de température, sans flux d'énergie d'un endroit chaud vers un endroit froid, aucun processus ne peut se produire. Aucun travail ne peut être effectué. Aucun événement ne peut avoir lieu. L'univers se fige, pas dans le froid, mais dans l'immobilité, dans la stagnation absolue, sauf que ce n'est pas encore la fin. Parce que même dans un univers peuplé uniquement de naines noires et de trous noirs, même dans un cosmos où plus rien ne brille, la physique quantique ne dort jamais. Et la physique quantique prépare le prochain acte de ce drame cosmique, un acte encore plus sombre, un acte où la matière elle-même, cette substance fondamentale dont nous sommes faits, dont les étoiles sont faites, dont tout est fait, commence à se désintégrer. Parce que les protons, ces particules qu'on a longtemps crues éternelles, ne le sont probablement pas. Et si les théories actuelles de la physique des particules sont correctes, alors chaque proton de l'univers finira par se décomposer, en particules plus légères, en rayonnement, en pur néant. Et quand cela arrivera,
quand le dernier proton de la dernière naine noire se désintégrera, l'univers franchira un seuil dont il ne reviendra jamais. Le seuil, ou même le concept de matière, perd son sens. Mais avant d'arriver là, avant de plonger dans les abysses de l'ère de la désintégration des protons, il faut comprendre quelque chose d'essentiel. Il faut comprendre que nous ne savons pas avec certitude si les protons se désintègrent réellement. Nous ne l'avons jamais observé. Nous avons construit des détecteurs massifs remplis de milliers de tonnes d'eau pure, enterrés profondément sous terre pour les protéger des rayons cosmiques, et nous avons attendu. Attendu qu'un seul proton, parmi les milliards de milliards de milliards qui composent cette eau, se désintègre. Et nous n'avons rien vu. Pas un seul événement confirmé. Ce qui signifie que si les protons se désintègrent, ils le font avec une demi-vie supérieure à environ 10 puissance 34 années. C'est la limite inférieure que les expériences actuelles ont établie. 10 puissance 34 années. Un nombre avec 34 zéros. Mais certaines théories prédisent des demi-vies encore plus longues. 10 puissance 40 années. 10 puissance 100 années. Et d'autres théories suggèrent que les protons ne se désintègrent jamais du tout. Qu'ils sont absolument stables. Qu'ils dureront pour toujours. Nous ne savons pas. Pas encore. Peut-être que nous ne saurons jamais avec certitude. Parce que même si la demi-vie du proton est de 10 puissance 40 années, il faudrait observer des quantités astronomiques de matière pendant des durées astronomiques pour voir une désintégration. Et nous n'avons ni la matière ni le temps. Mais pour les besoins de ce voyage dans le futur, nous allons suivre le scénario que la plupart des physiciens considèrent comme le plus probable. Celui où les protons se désintègrent effectivement, avec une demi-vie quelque part entre 10 puissance 36 et 10 puissance 40 années. Et nous allons voir ce qui se passe quand ce processus commence à affecter l'univers à grande échelle. Quand on parle de la désintégration des protons, on entre dans un territoire où l'intuition humaine ne sert plus à rien. Parce qu'un proton, dans notre expérience quotidienne, est la définition même de la permanence. C'est le noyau de l'atome d'hydrogène. C'est le composant de base de toute la matière ordinaire. Ton corps contient environ 7 fois 10 puissance 27 protons. 7 milliards de milliards de milliards. Et chacun de ces protons existe depuis le Big Bang. Ou presque. Ils ont 13,8 milliards d'années. Ils ont traversé des étoiles, des explosions de supernovae, des nuages interstellaires, des planètes, des océans, des cellules vivantes. Ils sont là, solides, immuables, sauf qu'ils ne le sont probablement pas. Pas vraiment, parce que selon plusieurs théories de grande unification en physique des particules, le proton n'est pas une particule élémentaire indivisible. C'est une structure composite faite de quarks. 3 quarks, pour être précis, maintenus ensemble par la force nucléaire forte. Et dans certaines conditions extrêmement rares, ces quarks peuvent se réarranger, se transformer, déclencher une réaction qui détruit le proton de l'intérieur. Ce processus est si rare, si incroyablement improbable, qu'il ne s'est probablement jamais produit dans toute l'histoire observable de l'univers. Mais jamais et improbable ne sont pas la même chose. Et quand on attend assez longtemps, les événements improbables deviennent inévitables. Imagine un seul proton flottant dans le vide, seul, isolé, stable depuis des milliards d'années. Pendant 10 puissance 40 années, il ne se passe rien. Le proton existe. Il possède sa charge électrique, sa masse, son spin, toutes ses propriétés quantiques intactes. Et puis, sans avertissement, sans cause externe, sans collision, sans radiation, sans rien, le proton disparaît. Il se transforme en un positron et un pion neutre. Le positron s'échappe, le pion neutre se désintègre presque instantanément en 2 photons gamma. Et c'est tout. Là où il y avait un proton, il n'y a plus que du rayonnement et une particule d'antimatière. Ce processus libère une quantité infime d'énergie, environ 938 mégaélectronvolts. La masse énergie du proton selon E égale mc au carré. C'est une énergie dérisoire à l'échelle humaine. Mais dans un univers où plus rien d'autre ne se passe, où chaque autre source d'énergie s'est tarie depuis des éons, cette désintégration est un événement majeur. C'est la dernière chose qui peut encore arriver à la matière ordinaire. Et cela arrive partout. Pas souvent, mais partout. Chaque naine noire de l'univers, chaque vestige stellaire,
chaque planète errante, chaque grain de poussière cosmique, tous sont composés de protons. Et tous ces protons commencent à se désintégrer. Pas tous en même temps. Le concept de demi-vie garantit qu'il y a toujours une distribution statistique. Mais en moyenne, sur des périodes de 10 puissance 40 années, la moitié des protons disparaissent. Puis la moitié de ce qui reste. Puis encore la moitié. Et ainsi de suite, dans une décroissance exponentielle qui ne s'arrête jamais complètement, mais qui s'approche asymptotiquement de zéro. Les naines noires, ces cadavres stellaires qui flottent dans l'obscurité depuis 100 000 milliards d'années, commencent à briller à nouveau. Pas beaucoup, pas assez pour illuminer quoi que ce soit, mais elles brillent quand même, parce que chaque désintégration de protons libère des photons gamma, et ces photons s'échappent de la surface de la naine noire, emportant avec eux l'énergie qui était autrefois emprisonnée dans la masse du proton. C'est une lueur fantomatique, une phosphorescence macabre. L'univers, plongé dans l'obscurité depuis des durées incompréhensibles, s'illumine faiblement de la lumière de sa propre décomposition. Les naines noires ne brillent pas parce qu'elles fusionnent des atomes. Elles brillent parce qu'elles se dissolvent, proton par proton, particule par particule. Elles s'effacent dans un murmure de rayonnement gamma que personne n'entendra jamais. Et pendant que cela se passe, pendant que la matière ordinaire se désintègre lentement dans toute l'étendue du cosmos, les trous noirs attendent, silencieux, patients, indestructibles, enfin, presque indestructibles. Parce qu'il y a un autre processus en marche dans l'univers de l'ère de désintégration des protons. Un processus encore plus étrange, encore plus subtil que la désintégration des protons eux-mêmes. Un processus découvert théoriquement par Stephen Hawking en 1974 et qui porte son nom. Le rayonnement de Hawking. L'idée est aussi élégante que dérangeante. Les trous noirs ne sont pas complètement noirs. Ils rayonnent, très faiblement, si faiblement qu'aucun instrument humain n'a jamais détecté ce rayonnement. Mais selon la mécanique quantique, selon les lois fondamentales qui gouvernent le vide lui-même, les trous noirs doivent perdre de la masse, lentement, inexorablement, par un processus quantique qui se produit exactement à leur horizon des événements. Voici comment cela fonctionne. Le vide n'est pas vraiment vide. La mécanique quantique nous dit que même l'espace complètement vide est rempli de fluctuations. Des paires de particules virtuelles, un électron et un positron par exemple, apparaissent spontanément du néant, existent pendant une fraction de seconde infinitésimale, puis s'annihilent mutuellement et disparaissent. Ce processus se produit partout, tout le temps. C'est une conséquence directe du principe d'incertitude de Heisenberg. Normalement, ces fluctuations ne produisent aucun effet observable. Les particules virtuelles vivent et meurent si vite qu'elles ne peuvent interagir avec rien. Mais près de l'horizon des événements d'un trou noir, quelque chose d'extraordinaire peut se produire. Si une paire de particules virtuelles apparaît exactement au niveau de l'horizon, il est possible que l'une des particules tombe dans le trou noir avant que la paire ne s'annihile. L'autre particule, soudain libérée de son partenaire, devient réelle. Elle s'échappe du trou noir et rayonne dans l'espace comme une particule ordinaire. Mais l'énergie pour créer cette particule réelle doit venir de quelque part. Elle ne peut pas apparaître du néant sans violer la conservation de l'énergie. Alors d'où vient-elle ? Elle vient du trou noir lui-même. Chaque particule qui s'échappe emporte avec elle une infime fraction de la masse énergie du trou noir. Et le trou noir, imperceptiblement, rétrécit. Ce processus est incroyablement lent pour les trous noirs massifs. Un trou noir stellaire typique, 10 fois la masse du Soleil, émet un rayonnement de Hawking avec une température de quelques millionièmes de degrés au-dessus du zéro absolu. C'est bien plus froid que le fond diffus cosmologique, qui est actuellement à environ 2,7 degrés Kelvin, ce qui signifie que le trou noir absorbe plus de radiation de l'univers environnant qu'il n'en émet. Il grandit, en fait, au lieu de rétrécir. Mais l'univers refroidit, l'expansion continue, le fond diffus cosmologique se dilue et sa température baisse. Dans l'ère dégénérée, le fond diffus sera si froid, si dilué, qu'il sera pratiquement indétectable. Et à ce moment-là, les trous noirs commenceront enfin à perdre plus de masse par rayonnement de Hawking qu'ils n'en gagnent de leur environnement. Ils commenceront à s'évaporer, tous,
du plus petit au plus grand, du trou noir de masse stellaire au trou noir supermassif au centre des anciennes galaxies, tous condamnés à la même fin. L'évaporation quantique, le temps nécessaire pour qu'un trou noir s'évapore complètement dépend de sa masse. Plus le trou noir est massif, plus il s'évapore lentement. Un trou noir de masse solaire s'évaporerait en environ 10 puissance 67 années. C'est un nombre avec 67 zéros. Un trou noir supermassif comme Sagittarius. A étoile, avec environ 4 millions de masses solaires, prendrait environ 10 puissance 99 années pour disparaître complètement. Ces nombres sont si grands qu'ils perdent toute signification intuitive. 10 puissance 99. Comment visualiser un tel nombre ? Comment même y penser ? Voici une tentative. Imagine que chaque atome de l'univers observable, et il y en a environ 10 puissance 80, devienne un univers lui-même, avec autant d'atomes, et que chaque atome de chacun de ces nouveaux univers devienne encore un univers, et ainsi de suite. Empile les univers les uns sur les autres dans une hiérarchie fractale de complexité, et tu n'arriveras toujours pas à 10 puissance 99, pas même proche. Mais l'univers n'est pas pressé. Il a tout le temps. Littéralement tout le temps. Parce qu'après la mort de toutes les étoiles, après la désintégration de tous les protons, il ne reste plus rien d'autre à faire que d'attendre. Attendre que les trous noirs s'évaporent. Et pendant qu'ils s'évaporent, ils brillent. Faiblement au début. Mais à mesure qu'ils perdent de la masse, leur température augmente. La température d'un trou noir est inversement proportionnelle à sa masse. Un trou noir 2 fois moins massif et 2 fois plus chaud. Et un trou noir plus chaud rayonne plus vite, ce qui signifie qu'il perd de la masse plus vite, ce qui le rend encore plus chaud, ce qui accélère encore plus son évaporation. C'est un processus d'emballement, une boucle de rétroaction positive. Et elle culmine dans les derniers instants de la vie du trou noir, quand il est devenu si petit, si chaud, qu'il libère son énergie restante dans une explosion finale. Cette explosion n'est pas une supernova. Ce n'est pas une fusion thermonucléaire. C'est une conversion pure et simple de masse en énergie. Tout ce qui reste du trou noir, toute sa masse résiduelle, peut-être l'équivalent de quelques milliers de tonnes à ce stade, se transforme instantanément en un flash de rayonnement gamma. Un éclair aveuglant. Un point de lumière plus brillant que n'importe quelle étoile, plus concentré que n'importe quelle explosion, apparaissant soudainement dans le vide absolu de l'ère des trous noirs, puis disparaissant tout aussi soudainement. Et là où il y avait un trou noir, il n'y a plus rien. Même pas un vestige, même pas une naine noire. Juste du rayonnement qui s'étend dans toutes les directions, se diluant rapidement dans l'immensité de l'espace. C'est la mort finale du trou noir. Et c'est la dernière chose vraiment énergétique qui se produira jamais dans l'univers. Après cela, il ne reste que les particules dispersées du rayonnement de Hawking, s'éloignant les unes des autres à la vitesse de la lumière, refroidissant, se diluant, s'approchant asymptotiquement de zéro énergie. Mais ici, il faut introduire une complication qui change tout. Parce que pendant toute cette discussion, pendant toute cette description de l'ère dégénérée et de l'ère des trous noirs, nous avons négligé quelque chose de fondamental. L'expansion de l'univers, l'énergie sombre. L'univers ne reste pas immobile pendant que les protons se désintègrent et que les trous noirs s'évaporent. Il continue de s'étendre. Et pas seulement s'étendre, il accélère son expansion. Chaque seconde qui passe, l'espace lui-même gonfle. Les distances entre les objets augmentent, et cette augmentation ne ralentit pas. Elle s'accélère, poussée par cette mystérieuse énergie sombre qui constitue 68% du contenu énergétique de l'univers. On ne sait pas ce qu'est l'énergie sombre. On sait qu'elle existe, parce qu'on observe ses effets, mais on ne comprend pas sa nature. Les meilleures théories actuelles suggèrent qu'il s'agit d'une propriété intrinsèque de l'espace vide lui-même. Une constante cosmologique, comme Einstein l'avait proposé, puis rejeté presque un siècle plus tôt. Et si c'est vraiment une constante, alors sa densité énergétique ne change pas avec le temps. Même quand l'univers s'étend, même quand l'espace se dilate, la densité d'énergie sombre par unité de volume reste la même.
Ce qui signifie que son influence croît. Parce que l'espace grandit, il y a plus de volume. Et plus de volume, avec la même densité d'énergie sombre, signifie plus d'énergie sombre totale. Plus de force pour pousser les choses les unes loin des autres. Dans le futur lointain, dans l'ère des trous noirs, cette expansion accélérée aura des conséquences dramatiques. Les trous noirs eux-mêmes, flottant dans l'espace, seront emportés les uns loin des autres. Les groupes de trous noirs qui restent gravitationnellement liés aujourd'hui, vestiges des anciens amas galactiques, se disperseront. Chaque trou noir finira complètement isolé dans son propre horizon cosmologique, incapable de voir quoi que ce soit d'autre, incapable d'interagir avec quoi que ce soit d'autre, seul. Et quand ce trou noir s'évaporera, quand il disparaîtra dans son explosion finale de rayonnement de Hawking, il ne restera littéralement rien dans son voisinage cosmique. Aucune matière, aucun rayonnement, aucune structure. Juste l'espace vide, s'étendant, accélérant, refroidissant. L'univers approche de son état final. L'état que les physiciens appellent parfois la mort thermique ou l'équilibre thermodynamique ou le vide de De Sitter. Peu importe le nom, c'est la même chose. Un espace vide, froid en expansion éternelle, sans événement, sans changement, sans temps au sens significatif du terme. Mais avant d'arriver là, avant de franchir ce seuil ultime, il y a encore un chapitre à explorer. Un chapitre violent. Un chapitre où les énergies en jeu dépassent tout ce que nous avons discuté jusqu'à présent. Parce que les trous noirs, avant de s'évaporer tranquillement dans la nuit cosmique, ne resteront pas tous sages et isolés. Certains entreront en collision. Et ces collisions seront les événements les plus énergétiques de toute l'histoire post-stellaire de l'univers. Une collision de trous noirs est une chose difficile à imaginer. Pas seulement parce que les échelles d'énergie impliquées dépassent tout ce que l'expérience humaine peut fournir comme référence, mais parce que les trous noirs eux-mêmes défient notre intuition sur ce qu'est un objet. Un trou noir n'a pas de surface solide. Il n'a pas de matière au sens classique du terme. C'est une déformation de l'espace-temps si extrême que rien, pas même la lumière, ne peut s'échapper de son intérieur. Et quand deux de ces déformations se rencontrent, quand elles fusionnent, elles ne se heurtent pas comme deux boules de billard. Elles spiralent l'une vers l'autre dans une danse gravitationnelle de plus en plus rapide, émettant des ondes gravitationnelles de plus en plus intenses, jusqu'à ce qu'elles se fondent en un seul trou noir, plus massif. Nous avons détecté ce phénomène pour la première fois le 14 septembre 2015. L'observatoire LIGO, le Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory, a capté un signal qui durait à peine un cinquième de seconde. Un gazouillement, un chirp, comme disent après les physiciens. Ce signal était la signature d'une collision entre deux trous noirs de masse stellaire, respectivement environ 36 et 29 fois la masse du Soleil, survenue il y a environ 1,3 milliard d'années. La fusion a produit un trou noir final de 62 masses solaires. Attends, 36 plus 29 égale 65. Où sont passées les 3 masses solaires manquantes? Elles ont été converties en énergie, en ondes gravitationnelles, selon E égale mc au carré. 3 masses solaires représentent une quantité d'énergie tellement colossale que pendant le bref instant du pic de la fusion, cette collision a libéré plus de puissance que toutes les étoiles de l'univers observable combinées. Pas plus d'énergie totale, plus de puissance, plus d'énergie par seconde. Laisse cette idée pénétrer. Pendant une fraction de seconde, 2 trous noirs fusionnant dans une galaxie lointaine ont brillé, non pas en lumière, mais en déformation de l'espace-temps, plus intensément que les 100 milliards d'étoiles qui existaient à ce moment-là dans l'univers. Et ce n'était qu'une fusion de trous noirs de masse stellaire, relativement petits à l'échelle cosmique. Imagine maintenant ce qui se passe quand 2 trous noirs supermassifs entrent en collision. Des monstres avec des millions, voire des milliards de masses solaires. Des trous noirs comme ceux qui résident au centre des galaxies. Cela arrive, pas souvent, mais cela arrive. Quand 2 galaxies fusionnent, un processus qui prend des centaines de millions d'années, leurs trous noirs centraux finissent par se rencontrer. D'abord, ils orbitent l'un autour de l'autre à grande distance. Puis, sur des millions d'années supplémentaires, ils se rapprochent. Leurs orbites se resserrent. Et finalement, ils fusionnent,
l'événement GW1509114, la première détection de LIGO, était spectaculaire, mais ce n'était qu'un murmure comparé à ce que produirait la fusion de 2 trous noirs supermassifs. Une telle collision libérerait des ondes gravitationnelles si puissantes qu'elles déformeraient l'espace-temps sur des milliards d'années-lumière. Elles passeraient à travers les galaxies comme des vagues à travers l'océan. Tout sur leur passage, chaque atome, chaque planète, chaque étoile oscillerait légèrement. L'espace lui-même se contracterait et se dilaterait au rythme du signal. Et dans le futur lointain, dans l'ère dégénérée, ces fusions continuent, moins fréquemment qu'aujourd'hui, parce que les galaxies se sont dispersées et que les rencontres sont plus rares, mais elles se produisent quand même. De temps en temps, sur des échelles de temps de 10 puissance 15 ou 10 puissance 20 années, 2 trous noirs qui dérivent dans l'obscurité finissent par croiser leur trajectoire. La gravité fait le reste. Ils s'attirent, ils orbitent, ils fusionnent, et chaque fusion est un moment de violence pure dans un univers par ailleurs mort. Un soubresaut d'énergie dans le silence, une perturbation dans le néant. Mais les fusions de trous noirs ne sont pas les seuls événements violents de l'ère post-stellaire. Il y a aussi les impacts, les collisions entre objets ordinaires. Naines noires, planètes errantes, débris stellaires. Ces objets voyagent à travers l'espace depuis des milliards d'années. Certains ont été éjectés de leurs amas galactiques d'origine par relaxation gravitationnelle. D'autres dérivent depuis la fin de l'ère stellaire. Et ils ne s'arrêtent pas. Ils continuent, dans le vide, portés par leur inertie. Et de temps en temps, inévitablement, 2 de ces objets se rencontrent. La probabilité d'une telle rencontre est incroyablement faible. L'espace est vaste. Les objets sont petits. Mais sur des durées de 10 puissance 20 ou 10 puissance 30 années, même les événements incroyablement improbables deviennent certains. Quand 2 naines noires entrent en collision à des vitesses cosmiques, plusieurs milliers de kilomètres par seconde, l'énergie cinétique impliquée est phénoménale. Les objets ne rebondissent pas. Ils fusionnent, ou ils se fragmentent, ou, dans certains cas spécifiques, ils déclenchent une réaction thermonucléaire. Rappelle-toi, une naine noire est composée principalement de carbone et d'oxygène. Ce sont les cendres de la fusion nucléaire qui a jadis alimenté les étoiles. Et dans des conditions normales, ce carbone et cet oxygène sont inertes, froids, stables. Mais si tu les comprimes soudainement, si tu les chauffes rapidement à des températures de milliards de degrés, ils peuvent fusionner. Le carbone peut fusionner avec le carbone. L'oxygène peut fusionner avec l'oxygène. Et ces réactions libèrent une quantité colossale d'énergie. C'est exactement ce qui se passe dans une supernova de type 1A. Une naine blanche accumule de la matière d'une étoile compagnon jusqu'à dépasser la limite de Chandrasekhar. Elle s'effondre. La compression chauffe le cœur et le carbone s'enflamme. Toute la naine blanche explose en quelques secondes. L'énergie libérée est équivalente à plusieurs milliards de bombes à hydrogène. Et ce même processus peut se produire dans l'ère dégénérée. Quand 2 naines noires, refroidies depuis 100 000 milliards d'années, entrent en collision avec une violence suffisante, elles peuvent déclencher une supernova. Une explosion thermonucléaire dans un univers sans étoiles. Un feu nucléaire dans l'obscurité absolue. La lumière de cette supernova voyage dans toutes les directions. Elle illumine brièvement un volume d'espace de plusieurs dizaines d'années-lumière. Mais il n'y a rien à illuminer. Pas de planète, pas de lune, pas d'observateur, juste le vide. Et la lumière continue, s'affaiblissant avec la distance, se diluant dans l'expansion de l'univers, jusqu'à devenir indétectable. Ces supernovae de l'ère dégénérée sont rares. Peut-être une tous les 10 puissance 20 années dans un volume équivalent à ce qui était autrefois une galaxie. Mais elles se produisent, et chacune d'elles est un rappel que même dans un univers mort, la violence n'a pas complètement disparu. Elle s'est simplement raréfiée, diluée dans le temps et dans l'espace jusqu'à devenir presque imperceptible. Mais pas tout à fait. Il y a aussi un autre type d'événement violent qui mérite mention. Un événement si rare, si improbable, qu'il ne se produira probablement jamais dans la réalité, mais qui est théoriquement possible, et qui, s'il se produisait, serait le plus destructeur de tous.
Il s'agit de la collision entre une naine noire et un trou noir. Quand un objet massif s'approche d'un trou noir, il ne tombe pas simplement dedans d'un coup. Il est d'abord déformé par les forces de marée. La gravité du trou noir est plus forte du côté de l'objet qui est proche que du côté qui est loin. Cette différence crée une tension, une force d'étirement. Et si l'objet s'approche suffisamment, cette force devient plus grande que la cohésion interne de l'objet. L'objet se déchire. Ce processus s'appelle la spaghettification. Oui, c'est le terme technique réel. Parce que l'objet, qu'il s'agisse d'une étoile, d'une planète ou d'un astronaute hypothétique, s'étire comme un spaghetti. Il devient de plus en plus long et de plus en plus fin, jusqu'à ce qu'il se désintègre complètement. Pour une naine noire approchant un trou noir stellaire, la spaghettification commence à environ 1000 km de l'horizon des événements. Pour un trou noir supermassif, la distance est beaucoup plus grande, potentiellement des millions de kilomètres. Mais dans les deux cas, le résultat est le même. La naine noire se disloque. Sa matière forme un disque d'accrétion autour du trou noir. Et ce disque, chauffé par friction à des températures de millions de degrés, émet un rayonnement intense. Dans l'univers actuel, ce processus produit certains des objets les plus brillants que nous connaissons. Les quasars, les noyaux galactiques actifs, des sources de lumière si intenses qu'elles peuvent être vues à des milliards d'années-lumière de distance. Mais dans l'ère dégénérée, ce processus est différent, parce qu'il n'y a plus de gaz, plus de nuages interstellaires pour alimenter le disque d'accrétion. La matière de la naine noire déchiquetée est tout ce qu'il y a. Et une fois qu'elle a été consumée, une fois qu'elle a spiralé dans le trou noir et franchi l'horizon des événements, il ne reste rien. Le trou noir est maintenant légèrement plus massif. Et l'univers est légèrement plus vide. Chaque événement violent, chaque fusion, chaque collision, chaque désintégration retire de la complexité de l'univers. Simplifie sa structure, le pousse vers l'homogénéité, vers l'uniformité, vers le silence. Et ce processus de simplification est irréversible. C'est la direction que dicte le deuxième principe de la thermodynamique. L'entropie augmente toujours, le désordre croît toujours, et désordre, dans le contexte cosmique, signifie uniformité. Pas de différence, pas de gradient, pas de structures organisées. Juste une soupe uniforme de particules dispersées dans un espace en expansion infinie. C'est vers cela que tendent tous ces événements violents. Chaque supernova, chaque fusion de trous noirs, chaque désintégration de protons est un pas de plus vers cet état final. Un état où il n'y a plus rien à détruire parce qu'il n'y a plus rien qui existe. Mais il y a une dernière source de violence cosmique que nous devons aborder. Une source si extrême, si fondamentale, qu'elle ne concerne pas les objets astrophysiques. Elle concerne le vide lui-même. Le vide quantique, on l'a vu, n'est pas vraiment vide. Il fluctue. Des particules virtuelles apparaissent et disparaissent en permanence. Et ces fluctuations ont des conséquences réelles. Elles sont responsables de l'effet Casimir, où deux plaques métalliques placées très près l'une de l'autre dans le vide subissent une force attractive mesurable. Elles sont responsables du rayonnement de Hawking. Elles sont même, selon certaines interprétations, responsables de l'énergie sombre elle-même. Mais il y a un autre phénomène lié aux fluctuations quantiques du vide. Un phénomène si rare, si improbable, qu'il n'a probablement jamais eu lieu dans toute l'histoire de l'univers observable, mais qui, sur des échelles de temps véritablement cosmiques, finira par se produire. Et quand il se produira, il pourrait détruire l'univers entier en une fraction de seconde. Ce phénomène s'appelle la désintégration du vide, ou la transition de phase du vide, ou, dans la terminologie la plus dramatique, la bulle de mort quantique. L'idée est la suivante. Le vide dans lequel nous vivons, l'état fondamental des champs quantiques qui imprègnent tout l'espace, pourrait ne pas être l'état énergétique le plus bas possible. Il pourrait être un état métastable, comme une bille au fond d'une cuvette peu profonde, mais avec une cuvette encore plus profonde à côté. La bille est stable pour l'instant. Elle reste au fond de sa cuvette. Mais si quelque chose la perturbe suffisamment, si une fluctuation quantique lui donne assez d'énergie pour franchir la barrière entre les deux cuvettes, elle tombera dans la cuvette plus profonde et elle ne reviendra jamais. Si le vide de notre univers est métastable, alors quelque part,
À un moment donné, une fluctuation quantique créera une bulle de vrai vide, une région de l'espace où les champs quantiques ont basculé dans leur état énergétique le plus bas. Et cette bulle se dilatera, à la vitesse de la lumière, inexorablement, convertissant tout sur son passage en ce nouveau type de vide. Les lois de la physique à l'intérieur de cette bulle seraient indifférentes. Les masses des particules seraient différentes. Les constantes fondamentales seraient différentes. La chimie, la physique nucléaire, tout changerait. Et rien de ce qui existe aujourd'hui, aucune structure, aucun atome, aucune particule ne pourrait survivre à cette transition. La bulle de mort quantique détruirait l'univers. Complètement. Définitivement. Sans avertissement. Parce qu'elle voyage à la vitesse de la lumière, aucun signal ne pourrait la précéder. Tu ne saurais pas qu'elle arrive. Un instant, tu existes. L'instant suivant, tu es annihilé. Toi et tout ce qui t'entoure, jusqu'aux atomes qui composent ton corps, remplacés par une configuration de matière et d'énergie totalement incompatible avec la vie, avec la structure, avec l'existence telle que nous la connaissons. Est-ce que cela arrivera ? Nous ne savons pas. Les physiciens ont calculé que notre vide est probablement stable, ou du moins suffisamment stable pour durer beaucoup plus longtemps que l'âge actuel de l'univers. Mais probablement n'est pas certainement. Et sur des échelles de temps de 10 puissance 100 années, même les probabilités infinitésimales deviennent significatives. Heureusement, ou malheureusement selon la perspective, si le vide se désintègre, cela ne changerait rien au destin ultime de l'univers. Parce que même le vrai vide, même l'état énergétique le plus bas des champs quantiques, est soumis aux mêmes lois thermodynamiques. Il s'étend, il refroidit, il tend vers l'uniformité. La bulle de mort quantique ne ferait qu'accélérer le processus. Elle ne changerait pas la destination finale. Et cette destination finale, cet état ultime vers lequel tend l'univers, à travers toutes ces ères de violence décroissante, toutes ces périodes de désintégration et d'évaporation, c'est un cosmos si vide, si froid, si dénué de tout, qu'il défie notre capacité à lui donner un sens. Un cosmos où même les concepts de lieu et de temps perdent leur pertinence, où rien n'existe sauf l'espace lui-même, s'étendant pour toujours, accélérant pour toujours, refroidissant asymptotiquement vers le zéro absolu sans jamais tout à fait l'atteindre. C'est un futur sans événement, sans changement, sans mémoire. Un futur où l'univers a oublié qu'il a un jour contenu des étoiles, des planètes, des galaxies, des lieux où la chimie était possible, des lieux où la vie a émergé, des lieux où des êtres conscients se sont demandé d'où ils venaient et où ils allaient. Toutes ces traces seront effacées, complètement, irrécupérablement, et l'univers continuera, vide et silencieux, pour toujours. Maintenant que nous avons traversé les ères physiques du futur cosmique, maintenant que nous avons vu les étoiles mourir, la matière se désintégrer, les trous noirs s'évaporer, il est temps de poser une question différente. Une question qui ne concerne pas la physique, mais la signification. Qu'est-ce que tout cela veut dire pour nous, pour l'humanité, pour la vie, pour la conscience, pour l'idée même qu'il pourrait y avoir un but, un sens, une raison à notre existence dans cet univers condamné ? La réponse que la cosmologie moderne nous donne est brutale dans sa simplicité. Cela ne veut rien dire. Pas parce que l'univers est cruel ou indifférent, mais parce que l'univers n'a pas de catégorie pour signification. Ce concept n'existe pas dans ces équations. Les lois de la thermodynamique ne se soucient pas de tes espoirs. La relativité générale ne se préoccupe pas de tes rêves. La mécanique quantique est aveugle à tes questions existentielles. L'univers fait ce qu'il fait. Il s'étend, il refroidit, il tend vers l'entropie maximale. Et toi, moi, l'humanité entière, toutes les civilisations qui pourraient exister ailleurs dans le cosmos, nous sommes des fluctuations temporaires, des tourbillons de complexité éphémère dans un courant qui va inexorablement vers la simplicité, vers l'uniformité, vers le néant. Cette réalisation est difficile à accepter, profondément difficile, parce que nous sommes des créatures qui cherchent le sens. C'est câblé dans notre cerveau. Nous créons des récits,
Nous inventons des histoires. Nous trouvons des motifs même là où il n'y en a pas. C'est une stratégie de survie qui a fonctionné pendant des millions d'années d'évolution. Mais cette stratégie ne nous prépare pas à affronter la vérité cosmique, la vérité que l'univers n'est pas une histoire, qu'il n'a pas de climax narratif, qu'il n'y a pas de résolution satisfaisante à la fin. Il y a juste la fin, le silence, le vide. Mais cette perspective, aussi sombre soit-elle, soulève une question fascinante. Si l'univers est condamné, si tout ce qui existe finira par disparaître, qu'est-ce que cela signifie pour la vie pendant qu'elle existe encore ? Sommes-nous insignifiants simplement parce que nous sommes temporaires ? Ou y a-t-il quelque chose de précieux, peut-être même de sacré, dans le simple fait d'exister, d'être conscient, ne serait-ce que pour un bref instant à l'échelle cosmique ? Certains philosophes et physiciens ont argumenté que la conscience est la chose la plus improbable, la plus extraordinaire qui existe dans l'univers. Pense-y. L'univers a passé 13,8 milliards d'années à évoluer. Des particules primordiales se sont assemblées en atomes. Les atomes se sont condensés en étoiles. Les étoiles ont forgé des éléments lourds. Ces éléments se sont agglomérés en planètes. Et sur au moins une de ces planètes, probablement sur beaucoup d'autres, la chimie complexe a donné naissance à la vie. La vie a évolué. Elle est devenue de plus en plus complexe. Et finalement, après des milliards d'années d'évolution biologique, elle a produit la conscience, la capacité de se regarder elle-même, de se demander pourquoi elle existe, de contempler les étoiles et de comprendre ce qu'elles sont. C'est stupéfiant, c'est un triomphe contre l'entropie, parce que la conscience est de l'ordre, de l'organisation, de la complexité à son degré le plus élevé, et elle existe malgré la tendance fondamentale de l'univers vers le désordre. Mais elle est temporaire, incroyablement, douloureusement temporaire. Non seulement à l'échelle individuelle, où chacun de nous vit à peine quelques décennies, mais à l'échelle cosmique. Même si l'humanité survit pendant des millions d'années, même si nous nous dispersons à travers les étoiles, même si nous devenons une civilisation de type 3 sur l'échelle de Kardashev, capable de manipuler l'énergie de galaxies entières, cela ne fera aucune différence à long terme. Dans 10 000 milliards d'années, quand la dernière étoile s'éteindra, aucune civilisation ne pourra survivre. Aucune technologie, aussi avancée soit-elle, ne peut extraire de l'énergie d'un univers où il n'y a plus de gradient thermique, où tout est à la même température, où plus rien ne peut faire de travail. Et cela soulève la question la plus troublante de toutes. Sommes-nous seuls dans cet univers condamné ? Ou y a-t-il d'autres civilisations quelque part, regardant leur propre ciel nocturne, réalisant la même vérité terrible que nous ? Le paradoxe de Fermi demande, si l'univers est si vaste, si les étoiles sont si nombreuses, si les planètes sont si communes, où sont tous les extraterrestres ? Pourquoi n'avons-nous détecté aucun signal, aucune trace de technologie avancée, aucune preuve que nous ne sommes pas seuls ? Il y a des dizaines de réponses proposées à ce paradoxe. Peut-être que la vie est plus rare que nous le pensons. Peut-être que l'intelligence est exceptionnellement difficile à développer. Peut-être que les civilisations s'autodétruisent avant d'atteindre le stade où elles peuvent communiquer à travers les étoiles. Peut-être que nous cherchons les mauvais signaux. Peut-être qu'elles sont là, mais qu'elles ne veulent pas nous parler. Peut-être qu'elles nous observent sans intervenir, comme nous observons les fourmis. Ou peut-être, et c'est l'explication la plus sombre, peut-être que toutes les civilisations suffisamment avancées finissent par comprendre ce que nous comprenons maintenant, que l'univers est condamné, que tout effort, toute construction, toute réalisation finira par être effacée. Et cette compréhension les paralyse, les pousse vers l'apathie, vers l'abandon. Pourquoi construire une civilisation galactique si elle finira de toute façon dans le néant ? Pourquoi préserver la connaissance si elle sera oubliée ? Pourquoi créer de l'art, de la musique, de la littérature, si tout cela disparaîtra sans laisser de traces ? C'est le nihilisme cosmique. Et c'est une philosophie qui découle directement de la cosmologie moderne. Si l'univers est un système fermé tendant vers l'entropie maximale, si rien de ce que nous faisons ne peut changer cette trajectoire, alors objectivement, cosmiquement, rien n'a d'importance. Mais il y a une réponse à ce nihilisme. Une réponse qui ne nie pas l'effet scientifique, qui ne prétend pas que l'univers a un but caché,
mais qui trouvent quand même de la valeur dans l'existence temporaire. Et cette réponse repose sur une idée simple mais profonde. La signification n'est pas quelque chose que tu trouves dans l'univers, c'est quelque chose que tu crées. Toi, ici, maintenant, pendant le bref instant où tu existes, la signification est subjective, elle est locale, elle est humaine, et le fait qu'elle soit temporaire ne la rend pas moins réelle, cela la rend plus précieuse. Pense à une chanson, une belle chanson, elle dure 3 minutes, peut-être 4, et puis elle se termine, le silence revient. Est-ce que la chanson était dénuée de sens parce qu'elle était temporaire? Bien sûr que non. Sa beauté existe précisément parce qu'elle est éphémère, parce qu'elle est limitée dans le temps, parce qu'elle ne dure pas pour toujours. L'univers est comme cette chanson. Il a un début, il aura une fin. Et entre les deux, il y a cette période incroyable, cette fenêtre cosmique où des choses complexes peuvent exister, où les étoiles brillent, où les planètes orbitent, où la vie émerge, où la conscience contemple le cosmos et se demande pourquoi. Nous vivons dans cette fenêtre, toi et moi, maintenant. Et c'est extraordinaire. Mais il y a une autre dimension à cette question existentielle. Une dimension qui concerne non pas nous, mais les autres, les civilisations hypothétiques qui pourraient exister ailleurs. Parce que si nous sommes seuls, si l'humanité c'est la seule conscience dans tout l'univers observable, alors notre responsabilité devient écrasante. Nous sommes les seuls témoins, les seuls êtres capables de comprendre le cosmos. Et quand nous disparaîtrons, quand le dernier humain mourra, la lumière de la conscience s'éteindra dans l'univers. Et personne ne sera là pour voir les dernières étoiles mourir. Personne ne sera là pour observer l'évaporation finale des trous noirs. Personne ne sera là pour témoigner de la mort thermique de l'univers. L'univers redeviendra inconscient de lui-même, comme il l'était avant l'émergence de la vie. Et il restera inconscient pour toujours. Cette idée est insupportable pour certains. L'idée que nous pourrions être les seuls, que notre disparition signifierait non seulement la fin de l'humanité, mais la fin de la conscience dans l'univers, la fin de la capacité de l'univers à se connaître lui-même. Mais peut-être que nous ne sommes pas seuls. Peut-être qu'il y a d'autres civilisations, des centaines, des milliers, des millions, dispersées à travers les galaxies. Et peut-être que certaines d'entre elles sont beaucoup plus avancées que nous. Assez avancées pour avoir déjà affronté ces questions existentielles. Assez avancées pour avoir trouvé des réponses que nous ne pouvons même pas imaginer. Ou peut-être qu'elles ont trouvé les mêmes réponses que nous. Et qu'elles ont choisi de continuer quand même, de construire, de créer, de préserver la connaissance et la beauté aussi longtemps que possible. Pas parce que cela change la fin, mais parce que le voyage compte, parce que la conscience compte, parce que témoigner de l'univers, même brièvement, est un acte de résistance contre le néant. Il y a une hypothèse en cosmologie et en philosophie appelée le principe anthropique. Il dit essentiellement que l'univers doit être compatible avec l'existence d'observateurs, parce que nous sommes ici pour l'observer. Si les constantes fondamentales de la physique étaient légèrement différentes, si la force de gravité était un peu plus forte ou un peu plus faible, si la charge de l'électron était légèrement différente, si le rapport entre la masse du proton et celle du neutron variait d'un infime pourcentage, alors les étoiles ne pourraient pas se former, ou les atomes de carbone ne seraient pas stables, ou les planètes ne pourraient pas exister. Et la vie, telle que nous la connaissons, serait impossible. Certains interprètent cela comme une preuve que l'univers est réglé pour la vie, que quelque chose ou quelqu'un a ajusté les paramètres pour nous permettre d'exister. D'autres interprètent cela différemment. Ils disent qu'il y a peut-être une infinité d'univers, chacun avec des constantes fondamentales différentes. Et nous existons dans celui-ci simplement parce que c'est un des rares où la vie est possible. Ce n'est pas que l'univers a été conçu pour nous, c'est que nous ne pourrions exister que dans un univers où les constantes permettent notre existence. Quel que soit ton point de vue sur le principe anthropique, il souligne une vérité étrange. Nous sommes incroyablement chanceux d'exister. Les probabilités contre notre existence sont astronomiques. Et pourtant, nous sommes là, conscients, capables de nous poser ces questions. Et cela nous amène à un autre concept troublant, un concept qui émerge directement de la physique quantique
et qui pourrait avoir des implications pour le futur lointain de l'univers. C'est l'idée des cerveaux de Boltzmann. Ludwig Boltzmann était un physicien autrichien du XIXe siècle qui a posé les fondations de la mécanique statistique. Il a compris que l'entropie n'est pas une force mystique, mais simplement une mesure du désordre, du nombre de configurations microscopiques possibles pour un système donné. Et il a réalisé quelque chose de profondément étrange. Dans un univers infini, ou dans un univers qui existe pendant un temps infini, les fluctuations statistiques peuvent produire n'importe quoi, y compris la conscience, par pur hasard. Les particules dans le vide quantique fluctuent en permanence. Et il existe une probabilité non nulle, aussi infinitésimale soit-elle, qu'une fluctuation puisse assembler spontanément un cerveau conscient. Un cerveau avec des souvenirs, des pensées, des perceptions, apparaissant du néant, existant pendant une fraction de seconde, puis se dissolvant de nouveau dans le chaos. Ce cerveau, cet observateur fluctuant, est appelé un cerveau de Boltzmann. Et si l'univers continue pour toujours, si le temps est vraiment infini, alors les cerveaux de Boltzmann ne sont pas seulement possibles. Ils sont inévitables. En fait, ils sont infiniment nombreux. Et voici la partie troublante. Dans un univers où le temps est infini, il y aura beaucoup plus de cerveaux de Boltzmann que de cerveaux normaux produits par l'évolution biologique. Parce que les cerveaux normaux nécessitent des milliards d'années d'évolution stellaire, planétaire, biologique, tandis que les cerveaux de Boltzmann peuvent apparaître n'importe où, n'importe quand, par pure fluctuation statistique, ce qui signifie que, statistiquement, tu es plus probablement un cerveau de Boltzmann qu'un humain réel. Tous tes souvenirs, toute ta vie, tout ce que tu penses avoir vécu pourrait être des illusions implantées dans un cerveau qui vient de fluctuer dans le vide il y a une microseconde. Et dans une autre microseconde, tu cesseras d'exister. C'est absurde, bien sûr, profondément absurde. Mais c'est une conséquence logique de la cosmologie si l'univers est vraiment éternel. Et les physiciens prennent ce paradoxe au sérieux. Suffisamment sérieux pour qu'il soit devenu un argument contre certains modèles cosmologiques. Si un modèle prédit que la plupart des observateurs sont des cerveaux de Boltzmann, alors ce modèle est probablement faux. Parce que nous observons clairement que nous ne sommes pas des cerveaux de Boltzmann. Nous avons des corps, des histoires cohérentes, un univers autour de nous qui obéit à des lois physiques stables. Mais dans le futur lointain de l'univers, après la mort thermique, après que tout soit devenu uniforme et immobile, les cerveaux de Boltzmann pourraient être les seules choses qui existent encore, les seuls observateurs, les seules consciences, flottant seuls dans le vide infini, se demandant pourquoi ils existent, puis disparaissant avant de trouver une réponse. C'est peut-être la chose la plus sombre de toutes, l'idée que dans l'ultime futur de l'univers, la conscience ne disparaît pas complètement, elle persiste, mais sous une forme si fragmentée, si isolée, si dénuée de contexte, qu'elle devient une torture, une existence pire que l'inexistence. Un cerveau de Boltzmann n'a pas d'histoire, pas de passé réel, pas de futur, juste un présent éphémère rempli de souvenirs faux et de perceptions qui ne correspondent à rien de réel. Et puis, le néant. Encore et encore. Pour l'éternité, si c'est cela le futur ultime de la conscience dans l'univers, alors peut-être que la vraie fin, la vraie mort thermique serait préférable. Un silence complet, une absence totale, plutôt que ces brefs éclairs de conscience isolés dans un vide éternel. Mais nous ne savons pas. Nous ne savons pas si les cerveaux de Boltzmann sont vraiment possibles. Nous ne savons pas si l'univers durera éternellement ou s'il y a une fin absolue. Nous ne savons même pas si notre compréhension actuelle de la physique est complète. Peut-être qu'il y a des lois que nous n'avons pas encore découvertes, des phénomènes que nous n'avons pas encore observés, des possibilités que nous n'avons pas encore imaginées. Peut-être que l'univers est plus étrange, plus riche, plus plein de surprises que nos modèles actuels ne le suggèrent. Peut-être que dans 10 puissance 100 années, quelque chose d'inattendu se produira. Quelque chose que les lois de la thermodynamique permettent, mais que nous n'avons pas prévu. Une fluctuation quantique qui crée non pas un cerveau isolé, mais un nouvel univers entier. Un Big Bang spontané émergeant du vide. Un cycle éternel de naissance, mort et renaissance cosmique. Ou peut-être pas.
Peut-être que le futur est exactement ce que les équations prédisent. Un déclin inexorable vers le néant. Une descente asymptotique vers le zéro absolu de température, d'énergie, de complexité. Et à la fin, rien. La seule chose certaine est notre incertitude. Et peut-être que c'est la seule consolation. Nous ne savons pas tout. Nous ne comprenons pas tout. Et dans cet espace d'ignorance, il reste de la place pour l'espoir. Ou du moins, pour l'acceptation. Nous voici arrivés au terme de ce voyage. Un voyage qui a traversé des durées si vastes qu'elles ont transformé le temps lui-même en abstraction. Nous avons commencé dans le présent, dans un univers plein d'étoiles et de galaxies, plein de lumière et de possibilités. Et nous avons voyagé vers l'avant, toujours vers l'avant, à travers l'ère stellaire où les dernières étoiles brûlent leur combustible en silence, à travers l'ère dégénérée, où les naines noires flottent dans l'obscurité pendant 100 000 milliards d'années, à travers l'ère de la désintégration des protons, où la matière elle-même se dissout dans un murmure de rayonnement gamma, à travers l'ère des trous noirs, où ces objets ultimes règnent sur un cosmos vidé de toute lumière avant de s'évaporer eux-mêmes dans des flashs finaux de rayonnement de Hawking. Et maintenant, nous nous tenons au bord du vide ultime, l'ère sombre, l'ère où il ne reste plus rien, aucune étoile, aucune planète, aucun trou noir, aucun atome, juste l'espace vide, s'étendant, accélérant, refroidissant, pour toujours. C'est difficile d'accepter que c'est la destination finale, que tout ce qui existe, toute la beauté, toute la complexité, toutes les étoiles qui ont jamais brillé, toutes les planètes qui se sont formées, toute la vie qui a émergé, toute la conscience qui s'est développée, tout cela finira dissous dans ce vide absolu, effacé, oublié, comme si rien n'avait jamais existé. Et pourtant, il y a quelque chose de profondément honnête dans cette perspective, quelque chose de pur, parce que cela nous force à confronter la réalité sans illusion, sans espoir réconfortant, sans promesse de salut cosmique. L'univers n'est pas conçu pour nous. Il ne se soucie pas de nous. Il n'a pas de plan. Il suit simplement les lois de la physique. Et ces lois, aussi belles et élégantes soient-elles dans leur structure mathématique, sont indifférentes à nos désirs, à nos peurs, à notre besoin de sens. Les étoiles brillent parce que la gravité compresse l'hydrogène jusqu'à ce qu'il fusionne. Elles meurent parce qu'elles épuisent leur carburant. L'univers s'étend parce que l'énergie sombre pousse l'espace à se dilater. Les protons se désintègrent parce que les lois de la physique des particules le permettent. Les trous noirs s'évaporent parce que la mécanique quantique crée des paires de particules virtuelles à leur horizon. Rien de tout cela n'a de but. Rien de tout cela ne mène quelque part. C'est juste ce qui se passe. Et à la fin, après des durées si longues que les nombres eux-mêmes perdent leur signification, il ne reste que le vide. Un vide qui n'est même plus vraiment un lieu. Parce que sans matière, sans événement, sans changement, les concepts d'espace et de temps perdent leur contenu. Ils deviennent des abstractions mathématiques sans référent physique. Mais laisse-moi te dire quelque chose d'important. Quelque chose que j'espère que tu as ressenti tout au long de ce voyage. Le fait que l'univers finisse dans le néant ne diminue en rien la valeur de ce qui existe maintenant. Au contraire, cela le rend plus précieux, plus extraordinaire, plus digne d'émerveillement. Regarde le ciel nocturne, ce soir, demain soir, n'importe quelle nuit claire. Ces étoiles que tu vois, ces points de lumière qui percent l'obscurité, elles ne seront pas là pour toujours. Dans quelques milliards d'années, elles auront disparu, remplacées par d'autres étoiles qui, elles aussi, finiront par mourir. Et un jour, dans un futur si lointain qu'il est presque impossible d'y penser, il n'y aura plus aucune étoile nulle part, juste le noir, le froid, le silence. Mais ce soir, elle brille, pour toi, pour moi, pour quiconque lève les yeux. Et ce simple fait, cette simple présence de lumière dans l'obscurité, est un miracle, pas au sens religieux, mais au sens profond, existentiel du terme. C'est improbable, c'est temporaire, et c'est magnifique. La vie est la même chose, improbable, temporaire, magnifique. Tu existes, maintenant. Dans cette fenêtre cosmique incroyablement étroite, où l'univers est assez vieux pour avoir formé des étoiles et des planètes,
mais assez jeune pour qu'elle brille encore. Dans quelques centaines de milliards d'années, aucune nouvelle étoile ne se formera. Dans 10 000 milliards d'années, toutes les étoiles existantes seront mortes. Et si une civilisation apparaissait à ce moment-là, elle naîtrait dans un univers de ténèbres. Un univers sans aucun espoir de lumière, sans aucune source d'énergie pour alimenter la vie. Mais toi, tu es né dans la lumière. Tu vis dans un univers plein d'étoiles, plein de galaxies, plein de possibilités. Et ça, c'est extraordinaire. Il y a une citation que j'aime beaucoup. Elle vient du cosmologiste Sean Carroll. Il dit quelque chose comme ceci. L'univers n'a pas de but, mais nous pouvons en avoir un. C'est simple, mais profond, parce que cela reconnaît la vérité cosmique, le fait que l'univers n'a pas été créé pour nous et qu'il ne nous doit rien, tout en affirmant notre capacité, notre droit, notre responsabilité de créer du sens dans cet univers dénué de sens, de construire de la beauté dans un cosmos qui tend vers le chaos, de préserver la connaissance dans un univers qui oublie tout. Nous ne pouvons pas arrêter la mort thermique de l'univers. Aucune technologie, aussi avancée soit-elle, ne peut violer le deuxième principe de la thermodynamique. L'entropie augmentera toujours, l'ordre se défera toujours. Et l'univers tendra toujours vers l'uniformité, vers le silence, vers le néant. Mais nous pouvons choisir ce que nous faisons pendant le temps qui nous est imparti. Nous pouvons choisir de créer, d'aimer, d'apprendre, d'explorer, de comprendre. Nous pouvons choisir de préserver la flamme de la conscience aussi longtemps que possible. Pas parce que cela changera la fin, mais parce que le voyage compte, parce que nous comptons. Et peut-être, juste peut-être, que nous ne sommes pas seuls dans cet effort. Peut-être qu'il y a d'autres civilisations quelque part dans l'univers qui regardent leurs propres étoiles et qui réalisent la même vérité. Que tout est temporaire, que tout finira, mais que cela vaut quand même la peine de continuer. Il y a quelque chose de profondément réconfortant dans cette idée. L'idée que nous partageons peut-être ce fardeau cosmique avec d'autres. Que nous ne sommes pas les seuls à porter le poids de la conscience dans un univers indifférent. Que quelque part, des êtres que nous ne rencontrerons jamais, qui vivent peut-être à des millions d'années-lumière de distance, se posent les mêmes questions que nous et trouvent peut-être les mêmes réponses. Ou peut-être que nous sommes vraiment seuls. Peut-être que dans tout l'univers observable, avec ces 2000 milliards de galaxies, nous sommes la seule conscience, la seule espèce capable de comprendre le cosmos. Et si c'est le cas, alors notre responsabilité est encore plus grande, parce que nous sommes les témoins, les seuls témoins. Et quand nous disparaîtrons, la lumière de la compréhension s'éteindra avec nous. Mais même dans ce scénario, même si nous sommes seuls, il y a de la dignité dans le fait d'avoir existé, d'avoir regardé les étoiles et compris ce qu'elles étaient, d'avoir déchiffré les lois qui gouvernent le cosmos, d'avoir réalisé notre propre insignifiance cosmique tout en continuant à vivre, à créer, à aimer malgré tout. Il y a une beauté tragique dans l'histoire de l'univers, une beauté qui vient précisément de son caractère éphémère. Les étoiles naissent, vivent, meurent, les galaxies se forment, évoluent, se dispersent, la vie émerge, se développe, disparaît. Et la conscience, cette chose incroyable qui permet à l'univers de se connaître lui-même, brille brièvement avant de s'éteindre. Mais pendant qu'elle brille, pendant cette fenêtre infinitésimale de temps cosmique, quelque chose d'extraordinaire se produit. La matière inerte devient vivante. La vie devient consciente. La conscience devient capable de poésie, de musique, d'art, de science, d'amour. Et pendant un instant, un bref instant à l'échelle de l'univers, le cosmos cesse d'être simplement un ensemble de particules obéissant à des lois physiques. Il devient quelque chose de plus. Il devient un lieu de signification, de beauté, de compréhension. Et quand cette fenêtre se fermera, quand la dernière conscience s'éteindra, quand il ne restera plus personne pour observer les étoiles ou pour se souvenir qu'elles ont brillé, l'univers redeviendra ce qu'il était au début, un système physique obéissant à des lois, sans but, sans observateur, sans conscience de lui-même. Mais cela aura existé. La conscience, la compréhension, la beauté, même si personne n'est là pour s'en souvenir, même si toute trace en est effacée par le temps et l'entropie.
Cela aura été réel, pendant un temps. Et peut-être que c'est suffisant. Peut-être que le simple fait d'avoir existé, d'avoir été conscient, d'avoir compris, même brièvement, est une victoire contre le néant. Une affirmation que l'univers, pendant un court instant, a été plus qu'un désert froid de particules en mouvement. Il a été un lieu où des choses importantes se sont produites, où des êtres se sont demandé pourquoi ils existaient, et où certains ont trouvé des réponses, même si ces réponses étaient inconfortables. Tu fais partie de cette histoire. Toi, qui écoutes ces mots en ce moment, tu es l'univers en train de se regarder lui-même. Tu es 13,8 milliards d'années d'évolution cosmique qui ont convergé en un seul point de conscience. Tu es des milliards d'étoiles qui sont mortes pour forger les atomes qui composent ton corps. Tu es la lignée ininterrompue de la vie qui remonte au premier organisme sur Terre. Tu es le produit d'un processus si improbable, si extraordinairement improbable, que ta simple existence défie toute compréhension statistique. Et un jour, tu cesseras d'exister, comme tous les humains avant toi, comme toutes les étoiles, comme tout ce qui existe. Mais pendant le temps qui t'est imparti, tu as la possibilité de faire quelque chose de remarquable, de vivre, de comprendre, de créer, d'aimer, de témoigner de ce cosmos incroyable et de toute sa beauté tragique. Le futur de l'univers dans 1000 milliards d'années est désolant, c'est vrai. Les dernières étoiles se seront éteintes. L'obscurité aura englouti tout ce qui brillait. Et le processus de désintégration, d'évaporation, de dilution continuera pendant des durées si immenses que les nombres perdent tout sens, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien du tout. Mais ce soir, les étoiles brillent encore, et tu existes encore, et c'est tout ce qui compte vraiment. Regarde le ciel, pense à ce que tu as appris, pense à l'immensité du temps qui nous attend, pense à toutes les ères cosmiques qui se dérouleront après notre disparition. Et puis, reviens au présent, à cet instant, à cette respiration, à ce battement de cœur, parce que c'est tout ce que nous avons vraiment, le présent. Et dans ce présent, malgré tout ce que nous savons sur le futur, malgré la certitude de la fin, nous pouvons choisir de vivre pleinement, de chérir ce moment, d'apprécier le miracle de notre existence. L'univers ne se souviendra pas de nous. Il n'y aura personne pour écrire notre histoire quand la dernière étoile s'éteindra. Aucun monument ne survivra à la désintégration des protons. Aucun signal que nous envoyons dans l'espace n'atteindra une civilisation future dans l'ère des trous noirs. Tout sera oublié, effacé, comme si nous n'avions jamais existé. Mais nous existons maintenant. Et maintenant est tout ce qui compte. Voilà ce qu'est la vérité sur ce que sera l'univers dans 1000 milliards d'années. C'est désolant, c'est terrifiant, c'est l'abîme ultime vers lequel tout tend. Mais c'est aussi un rappel que nous vivons dans un moment privilégié. Un moment où les étoiles brillent encore, où la vie est possible, où la conscience peut contempler l'infini et se demander pourquoi. Profite de ce moment, aussi longtemps qu'il dure, parce qu'il ne durera pas pour toujours. Mais rien ne dure pour toujours. Et c'est précisément ce qui rend tout si précieux. Bonne nuit, et que les étoiles brillent pour toi aussi longtemps qu'elles le pourront.